Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui ne ferait pas de mal à une mouche. Spotlight épisode 21, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un titre indé court, rafraîchissant et qui fait mouche. Je veux bien sûr parler, vous l'avez compris avec mes jeux de mots foireux, de Time Flies, dans lequel on incarne donc une mouche, ou plutôt plusieurs vies de mouches. On enchaînera ensuite avec la chronique de l'ami Lucho, qui traitera des jeux concept et de leur génie à utiliser l'humour comme moteur de gameplay. Puis on terminera par le classique sachet de pop, tour de table culturel et autres conseils bien avisés de l'équipe. Mais vous m'avez reconnu ici, c'est Nilam au mic et j'accueille les agents Musca domestica de la critica. Alors oui, c'est le nom scientifique de la mouche domestique, en commençant par celui qui a opté pour la sélection du mois. C'est l'ami Lucho, comment il va le poteau? Salut, ça va. Tu t'es en forme là, pour l'intro là. Ouais, Tu t'es lancé dans un truc là. plein de mots, plein de mouches là. Ouais, bah attends, il faut rester cohérent, il faut rester dans la thématique. Ouais, les thématiques, c'est bien. Ouais, on essaye. Ça va la forme? Ça va. En début de mois d'octobre, l'automne qui arrive, les feuilles qui tombent, la pluie qui va bien. Je sais que ça plaît pas à tout le monde comme saison, ça, mais moi j'aime bien. Je sais que t'es team hiver, mais ça c'est pas encore le cas. Mais... Ah ouais, team automne-hiver, grave. Merci d'être là, poteau. On accueille aussi le barbier de Fleet Street du côté de Rennes. Comment il va, le poteau Yann? Le barbier, d'accord. Moi, je porte la barbe, je taille pas. On sait pas ce que tu fais de tes soirées. Qu'est-ce que je te barbier et barbu, en fait. Ouais, le barbier, ça va. Ouais, bah ça va. Voilà, moi je trouve que pour un automne, de toute façon, on est plutôt bien, non? Il y a quand même pas mal de rayons de soleil entre les averses de pluie. Donc, ouais, là c'est revenu un peu, mais hier en Ile-de-France, je sais pas du côté de Rennes, mais en Ile-de-France, il y avait quand même un sacré vent qui, même quand on n'a plus de cheveux, on le sentait, quoi, tu vois. Oui, il y a eu un gros coup de vent aussi, mais mais après ça a rapporté des rayons de soleil, quoi, derrière. Puis on est en Bretagne, moi je suis en Bretagne, hein, donc c'est les 4 saisons dans la journée, quoi. Mais c'est pas faux. Tout l'ouest, de toute façon, tout l'est de la France, c'est ça. Ouais. Écoute, bienvenue Yannou. Et on va terminer par le poteau jardinier. Comment il va, l'ami Dave? Pardon, il va très bien. J'étais en train de goûter. Je goûtais une tropézienne à la crème de marron qu'on m'a gentiment apporté. Il se fait son dessert. Non, mais je suis tellement pas prêt à chaque fois pour ces intros à lui là. Ok, écoute, c'était bon. J'espère qu'elle était bonne cette tropézienne. J'ai pas encore fini. Il en reste un peu moins de la moitié. Ah, alors. Voilà. Bon. Donc je mangerai ça en off. D'accord. Oui, voilà, parce que quand tu argumenteras autour du jeu, faut pas bafouiller, n'est-ce pas, mon petit ami Dave? Il faut surtout pas s'étrangler avec l'ami de la brioche. Bon, ce podcast prend une tournure bizarre. On va essayer de recentrer les choses et on vous apporte, du coup, chers auditeurs et auditrices, une petite nouveauté qui n'est rien de transcendant, c'est que on va essayer de parler d'un jeu à tour de rôle et on va ouvrir le bal pour ce mois d'octobre en commençant par un jeu qui fait quand même l'actualité parce que c'était quand même, je pense, l'Arlésienne la plus attendue du monde du jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de la suite d'Hollow Knight, Silksong, et c'est donc Dave et l'ami Yann qui s'y sont essayés. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fini, mais là, on peut déroger un peu à la règle par rapport à ce qu'on fait dans notre critique. Donc, les gars, allez-y, on vous écoute. Est-ce que du coup, il valait l'attente? Est-ce qu'il, comment dirais-je, il répond aux qualités du premier ou pas? Je laisse Yann, s'il veut commencer. Ah moi, de toute façon, j'ai pas joué au premier, donc je peux pas te parler du premier.
Ok. Ok. Donc faire la comparaison va être difficile. Va être difficile, ouais. Je peux imaginer ce que seraient les différences, mais je pense que Dave aura plus un avis plus pointu là-dessus. Ok. Alors, bon, moi, j'ai pas encore terminé le jeu. J'en suis à l'acte 2, que j'en suis un peu plus loin que le début. Donc, en gros, alors moi, je fais pas le 100%, je pense que ça va être chaud. Ça va être assez hardcore de faire le 100%, donc je vise pas le 100%. Je me concentre sur l'histoire principale. Donc moi, le premier acte, j'ai mis peut-être 25 heures à le faire pour finir le premier acte. 25 heures. En comptant les pics de difficulté, etc. Pas mal déjà. Ah ouais, non, clairement. Après, le jeu, quand on regarde sur How Long to Beat, c'est pas forcément très long. Hein. Je crois que c'est une trentaine d'heures. Hein. Or, bien sûr, le 100%. C'est la même chose que le premier. En fait, c'est du Hollow Knight 1.5, faut pas se mentir. Il y a... Il y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment la même chose. Alors Hornet, elle se joue pas pareil. Elle est plus rapide, plus vive. Mais on est vraiment sur un terrain connu. Parce qu'à la base, ça devait être un DLC. Donc, ils ont tout de suite enchaîné et ils ont mis après les 7 ans de développement. Je sais pas pourquoi soit ils ont développé à la cool, sans pression, en prenant leur temps. Ouais. Mais le jeu, c'est vraiment. Après, on est sur quand même de l'excellent jeu avec ses défauts et ses qualités. J'y reviendrai plus tard. Mais pour moi, hein, on est vraiment en terrain connu. Hein. Il n'y a pas de. C'est pas le jour et la nuit entre le 1 et le 2, hein, clairement. Ouais, c'est quoi? C'est 7 ans de développement entre les deux? Oui, c'est ça. 7 années de développement. Après, bon, comme d'hab, moi j'ai tendance à répéter qu'une suite, faut pas attendre d'une suite et d'un jeu vidéo et d'une œuvre d'ailleurs, hein, en général, qu'elle bouleverse à chaque fois l'industrie et son art. Mais c'est vrai que ça suscite l'interrogation. Je ne sais pas s'il y a eu des raisons sur le délai imparti, parce que comme tu l'as dit, c'est quoi? Il y a eu des remous internes? Il me semblait qu'on en avait même un peu parlé ici, mais je me trompe peut-être. Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'ils ont effectivement pris leur temps. Parce qu'en fait, le projet a pris de l'ampleur, ils ont rajouté des idées, et en fait, rien ne les pressait parce que, en fait, dans l'attente, de toute façon, de la sortie, ils ont vendu encore plus de copies du premier. Ah oui, bien Donc, sûr. en fait, ils en ont vendu beaucoup. En fait, jusqu'à maintenant, ils en vendent toujours, hein, en fait, à vrai dire. Donc, en gros, ils n'avaient pas le feu au lac, c'est une petite équipe. Et en fait, c'est Jason Schreier qui a écrit un article là-dessus. Et il disait qu'en fait, tout simplement, il avait été voir et tout ce qu'ils ont dit, qu'ils s'éclataient. En fait, il y avait des nouvelles idées qui popaient régulièrement. Donc, il les rajoutait. Et c'est pour ça que le DLC a pris de l'ampleur et que c'est devenu un jeu. Parce qu'en fait, ils avaient suffisamment d'idées. Et c'est vrai que moi, j'ai pas joué autant que Dave. Moi, j'ai joué que 5 heures. Je croyais que j'avais joué un peu plus. Mais c'est vrai que déjà, que sur 5 heures de jeu, je trouve que déjà, on trouve beaucoup d'idées. Hein. Moi qui n'étais pas habitué, moi qui suis un tantinet allergique au Metroidvania, je trouve très agréable à jouer, sous bien des aspects. Ça donne envie d'y revenir. Peut-être jusqu'à certains, il y a des petits points irritants. Par exemple, en fait, j'ai découvert que là où je galère un petit peu, ce qui m'a fait me mettre en pause, hein, je dis pas que j'abandonne le jeu, mais c'est un détail comme, comment dire, il y a des plateformes qu'on doit passer en exécutant une manœuvre bien spécifique qui est de porter un coup vers le bas. C'est mortel, ça. Ouais, moi c'est pas tellement ma came en fait, surtout quand tu galères un petit peu parce que justement ta première attaque c'est une attaque qui est en fait en piqué, donc en fait en diagonale, et tu te dis mais c'est dur, et en fait j'ai appris dans le podcast d'Origami que il y a en fait possibilité de débloquer un autre emblème qui te permet d'attaquer vers le bas et qui rend forcément ces passages-là beaucoup plus faciles. Et donc, mais tu ne le sais pas. Et le jeu, en fait, c'est ce qu'il disait chez Origami, hein, c'est que le jeu proposait ça, hein, c'est-à-dire de passer des épreuves et certains trucs. Si a priori tu galères, c'est parce que tu le fais mal. Sauf que le jeu ne le dit pas. Alors, c'est une proposition, hein, mais du coup, ça te freine un peu. C'est irritant un petit peu, hein, parce que en fait, le truc des plateformes là,
Là, par contre, dans tous les autres aspects, les boss que j'ai fait, j'ai pris du plaisir, mais ça, j'y prends aucun plaisir. C'est pas Ouais. plaisant. C'est pas. Donc ça me fera pas arrêter le jeu, mais en tout cas là, ça m'a fait faire une pause, hein, parce que j'avais pas non plus finalement le temps, hein, mais ça m'a fait poser la manette alors que j'étais plutôt bien dedans. Ok. Mais Dave, tu voulais rebondir? Oui, c'est effectivement. Moi, au début, j'étais très désorienté. L'attaque piquée, en fait, qui dévie. En fait, il faut que tu anticipes tes trucs. Et après, j'ai récupéré l'emblème dont tu parles, qui en fait, c'est une attaque. En fait, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu fais, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est beaucoup plus facile après pour rebondir. C'est plus une attaque piquée, tu peux changer d'emblème, mais ça, tu le récupères pas forcément longtemps après. Ah bah, c'est l'emblème de la faucheuse, qui te permet aussi d'après de récupérer des points pour faire augmenter ta sauce et te régénérer plus rapidement. En fait, comme dans le premier, hein, tu avais ça aussi dans le premier. Mais c'est un jeu où en fait les devs, ils sont... En fait, c'est pour moi... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont restés à l'époque. Le jeu, il a quand même 7 ans le premier. Et c'est un jeu où en fait les devs, ils sont sans pitié avec le joueur. C'est-à-dire, c'est que tu vas te battre un boss. Il y a des boss, après ils sont ultra chauds, on va pas se mentir, hein. Il y a des boss, c'est hardcore. C'est l'apprentissage des patterns par cœur. Enfin, je veux dire, il y en a, c'était 10, 20 tries pour arriver à battre Saint-Boss. Et donc, c'était c'est à prendre du par cœur. Et le truc, c'est que quand tu perds, par exemple, contre un boss, ton point de sauvegarde, il est super loin. Et quand je dis super loin, relou, ça. mais c'est un des points qui a été le plus critiqué dans le jeu, c'est tout cet aspect-là. Et dans le 1, c'était le cas? Ah oui, c'était le cas dans le 1. C'était le cas. Et c'est pas juste un long chemin sans embûches. Ça aurait été beaucoup trop facile. C'est avec esquiver des pics, esquiver tout ça. Donc après, quand tu prends l'habitude de ce chemin-là, tu mets moins d'1 minute. Mais ça peut être très démotivant en fait. En fait, il faut s'accrocher. Parce que hier, j'ai passé le boss qui te permet de finir l'acte 1. Et t'es là, tu dis putain, le boss, il me met la misère. Et en plus, je perds, donc je suis super loin, donc il faut que je refasse tout le trajet. Et après, à la fin, j'ai appris tous ces patterns par cœur. Mais en fait, le jeu, t'as pas le droit à l'erreur. Les ennemis aussi, de base, tu mets trop de coups à les tuer. Ça peut être, mais vraiment, hein, des fois, c'est 9, 8 coups, hein, juste pour des ennemis de base. Donc, c'est un jeu qui est quand même très exigeant. Ouais. Je trouve qu'il est plus dur que le premier. Et alors, je parle même pas de faire les boss annexes. Là, c'est un autre monde. Hein. Je veux dire, après, tu peux t'équiper de certains, pas items, mais de certains, je dirais pas le nom. Bref, des trucs qui peuvent un peu t'aider. Une protection pour le feu, pour réduire un petit peu les dégâts de feu. Mais c'est pareil, toi, faut les acheter, ça coûte cher. Il y a des bancs que tu es obligé d'acheter pour sauvegarder parce que sinon tu peux pas sauvegarder. Donc, en fait, c'est ce que j'ai écouté sur Silence on Joue, je sais plus qui disait ça, mais disait, pour eux, il y avait aucune, en fait, ils n'avaient pas d'excuse à pas proposer quand même une expérience de pas la rendre plus facile, mais plus accessible. Accessibilité ne rime pas forcément avec facilité. C'est Céleste, sûr, mais Céleste, parce que, vas-y, Dave. Non, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Oui, par exemple, Céleste, qui est un jeu que j'ai terminé, qui est un jeu qui fait partie des jeux extrêmement difficiles. Juste le fait de repopper là où t'es, quand tu perds, en fait, ça, boum, peut-être tu remets une pièce dans la machine. Alors, le Metroidvania, c'est connu pour, à chaque fois que tu perds, tu reviens normalement à ton point de sauvegarde. Mais les distances pour affronter les boss, souvent, elles sont pas forcément semées autant d'embûches que dans Hollow Knight. Après, c'est le parti pris des devs. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le parti pris des devs. Et étant donné que c'était le jeu le plus wishlisté sur Steam, je pense que ça leur a pas fait peur de garder le cap, tu vois, sur leur game design, quoi, global. Non, mais donc, ça, après, en tant que joueur, ils l'ont quand même patché. Hein. Ils ont déjà patché. Ils ont fait des patchs déjà parce que les joueurs gueulaient
était pas content par rapport à la difficulté. Donc il y a déjà un premier patch. Il y en a eu un deuxième, mais je crois que c'est encore. Ça, c'était je crois par rapport à un autre ennemi, enfin, ou une mort où tu pouvais mourir bêtement. Je pense pas. Ils vont pas faire un mode facile parce que non. Mais j'ai l'impression qu'ils sont restés dans leur. En fait, pour moi, clairement, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur jeu de leur côté et ils ont pas regardé ce qui se faisait autour, en fait. Et en fait, des fois, le jeu il peut être démotivant à devoir tous retaper. Après, moi, ce que j'ai pas fait le jeu, hein, mais ce que j'ai lu pas mal de critiques, ce que j'en ai compris, c'est quand même la première acte qui est assez dur et rebutant, ça peut l'être, et après ça passe beaucoup mieux en fait, que c'est beaucoup moins là, je suis sur le deuxième. abrupt par la suite en fait. C'est ce que j'en ai tu prends l'habitude aussi en tant que joueur. J'en ai lu et écouté quoi. Donc peut-être qu'il faut s'accrocher plus au début et puis après le jeu est peut-être moins frustrant, tu vois. Après c'est vrai que bon, moi j'ai joué ni à Silksong, mais en termes de visuellement parlant, de fluidité, d'esthétique globale, je trouve que c'est un jeu qui tout de suite t'accroche, tu vois, même si on est conscient que l'aspect de la difficulté peut rebuter, etc. Ça donne quand même, c'est un jeu qui visuellement te donne envie d'y plonger. Il y a un univers, il y a au niveau des couleurs, des tons qui sont utilisés, de la fluidité des animations. Voilà, tout ça attire et je pense que entre les 7 ans qu'il y a eu, c'est peut-être ça qui aussi a ajouté à l'attrait d'un jeu qui est devenu culte avec le temps. Et forcément, ça suscite de la curiosité pour des joueurs qui ne l'auraient pas connu, on va dire, au moment de la sortie du premier. Et voilà, je pense que vu qu'il est sur le Game Pass, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, je pense que pareil, je pense que je me laisserai essayer. Bon, juste pour pour satisfaire un peu ma curiosité de geek et de joueurs. Ok, et écoutez les gars, merci en tout cas pour ce petit retour sur Silksong. Je vais maintenant passer la parole et la main à notre ami Lucho qui est en train de jouer. Il va nous le dire tout de suite. Il est en train de jouer à quoi en ce moment, Lucho? Parce qu'il nous disait qu'il avait un je joue à beaucoup de choses, mais je peux pas parler de tous les jeux auxquels je joue, donc donc il fallait faire un choix. Je vais vous parler de Kingdom Come Deliverance 2. J'avais parlé ici en début d'année, Ouais, c'est ça. J'avais parlé ici du premier que j'ai fait l'année dernière. Donc des années après sa sortie, justement en attente de la suite. Et bon, je vais pas en parler 1000 ans parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur le jeu, mais c'est pour le coup c'est rigolo parce que c'est du coup jeu développé par War Studio des Tchèques. C'est du RPG occidental qui se veut simili-réaliste, on va dire, donc assez c'est un contexte historique existant, je pense que c'est au 15e siècle, un truc, ou 16e, je sais plus, dans un pays avec des problèmes de succession de rois, donc pas mal de guerres, pas mal de bandits, pas mal de choses, et tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier, il avait fait un peu date parce que c'était très ambitieux pour une petite équipe, donc il avait ses défauts aussi de scope, on va dire, par rapport à leur capacité. Et la suite, t'as quand même l'impression que c'est un peu le jeu qu'ils voulaient faire au départ, parce que ils ont eu les moyens, ils ont beaucoup de développeurs et tout ça. Donc c'est intéressant parce que c'est assez proche, mais c'est peaufiné sur plein de choses. C'est très très dense, très très dense. En fait, comment dire, t'as une histoire principale, mais c'est pas un jeu que tu peux vraiment en mode rusher en disant je fais que la quête principale, parce que tout est un peu imbriqué. Et quand une quête te demande d'aller quelque part, en fait, tu rencontres un autre personnage, et puis tu vas parler à quelqu'un qui va te lancer sur autre chose. En fait, t'as plein d'effets un peu le fameux côté organique. Ouais. Mais ce qui est assez fort, c'est que tu sais jamais où le jeu va t'emmener, tu sais jamais
une quête en amène une autre, et t'as vraiment des ça se joue sur une petite quête qui te semble pas importante, finalement, une fois que tu l'as fait, va débloquer autre chose et machin. Et sur des personnages en plus que il y a quand même des marqueurs dans le jeu, sur la carte un petit peu, tu vois. Il est pas hardcore en mode il y a rien du tout, mais des fois il y a des personnages, tu sais pas qu'ils vont te donner une quête tant que tu leur parles pas en fait. Et le jeu joue vachement là-dessus. Après quand tu connais un peu, tu sais que il y a le truc classique, le jeu te le dit de toute façon. Si tu parles à l'aubergiste par exemple, il y a beaucoup d'auberges, voilà machin. Lui, il peut te donner un peu les rumeurs, te dire il faudrait peut-être que tu parles à telle personne, ou lui-même peut te lancer des quêtes. Mais après, il y a plein de PNJ qui peuvent être importants dans la quête principale, mais qui ont eux-mêmes des fois des quêtes à te donner. Mais si tu leur parles pas, tu vas jamais les avoir, quoi. Donc t'as tout un truc où tu sais jamais trop où le jeu va t'emmener, donc qui est très agréable. Et après, clairement, tu vois le gap en termes de quantité de décors, de PNJ, de grandeur, tout est vraiment très décuplé par rapport au premier. Et quand t'as la grande ville qui est Kuttenberg, tu y arrives à peu près au bout de 30 heures de jeu, 30-40, ça dépend comment tu joues. Et alors, c'est une ville à l'échelle du médiéval. Donc faut pas s'attendre à un truc monstrueux, mais par contre t'as plein de quartiers, t'as plein de classes sociales, t'es plus dans les petits villages que t'avais dans le premier, quoi. Ou même au début du 2, quoi. Et du coup tu te retrouves, c'est un jeu qui joue encore plus sur les intrigues politiques aussi. Ton personnage est perdu, mais tout comme toi, et en fait, tu te fais imbrigader dans des trucs qui te dépassent et tout. Le jeu joue là-dessus. T'as vraiment le côté, chacun pose ses petits pions d'échecs, et toi, t'as un maillon là-dedans qui essaye un peu de faire son truc, mais qui peut être emmené dans des directions que le personnage anticipait pas, quoi. Donc franchement, c'est très très cool. Après, moi, j'ai des petites réserves, c'est vraiment sur l'écriture, dans le sens où que ça soit les dialogues ou la mise en scène, ça manque de peps. Mais comment dire, c'est pas dans le très haut du panier. Mais tu peux pas non plus leur demander d'être un niveau de. C'est des projets qui ça fait 10 ans qu'ils font des RPG. Et moi, j'ai fait tous leurs jeux. Je veux dire, The Witcher 2, il avait beaucoup de défauts et tout ça, des problèmes de rythme et tout. Et tu peux pas t'attendre à ce que Kingdom Come Deliverance 2, ça soit cyberpunk. Il y a des gaps clairs, je pense, que d'expérience, de plein de choses. Et c'est pas les mêmes ambitions, mais je veux dire dans le sens des fois tu te fais un peu chier pendant des dialogues, tu vois, pendant des cinématiques et tout, quoi. Donc ça peut être un jalon dans la continuité un peu de ce qu'ils avaient fait dans le 1, et c'est comme un palier supplémentaire, et puis on verra peut-être sur un 3 on verra pour la suite, parce que je pense que leurs intrigues sont intéressantes, mais c'est plus une question de rythme, sûrement aussi de motion capture qui est forcément même s'ils font des efforts, hein, c'est pas au top de tout ce qui peut se faire, tu vois. Oui, de ce qui se fait. Donc, bien sûr. Et tu te tapes du dialogue et de la cinématique, hein, il y en a quand même beaucoup, donc c'est voilà. Mais il y a des personnages intéressants. Les doublages faut faire en anglais, hein, parce que le doublage VF, j'ai même pas essayé, apparemment c'était une cata, mais en anglais c'est rigolo parce que quand tu parles avec vraiment des personnages, t'as des moments, dans la ville, t'as les mineurs et tout, tu bites rien à leur accent, ça fait. Leur accent, c'est pas réaliste, hein, mais ça fait accent un peu de vraiment de villageois anglaise, où tu bites rien, tu vois. Ils ont même des expressions. Alors je sais pas si c'est des expressions qui pouvaient exister à l'époque ou pas, mais il y a de l'argot, des machins, et même ton personnage il répond en fait je comprends rien ce que tu me dis, mais et t'as des personnages qui te parlent en allemand, enfin. Ils essayent vraiment de faire plein de trucs comme ça qui sont rigolos. Et en plus, le jeu est plus profond que ce qu'on peut avoir aussi l'impression. Ça va parler d'antisémitisme. T'as un quartier juif à Kuttenberg. Ça va parler de pas mal de choses, en fait. Et donc, il est très, très riche. Ok, mais puis je pense qu'il a son petit succès d'estime, hein. Mine de rien, il y a tellement de grosses sorties.
l'actualité étant chargée aussi dans l'industrie, que peut-être que là, allez, on est à quoi? On est à 6-8 mois de sa sortie déjà. Mais je pense que ça a été un marqueur et c'est typiquement le genre de jeu qui peut s'installer sur voilà, plusieurs années, quoi. Il est sur un créneau très spécial du RPG très niche, il est un bien peu sûr. tout seul dans son truc, hein, donc Ouais, je pense qu'il il peut creuser son petit trou, quoi. Voilà, il a fait déjà un peu de bruit quand il est sorti, mais donc bon, pas encore fini, hein, j'en suis qu'à 60 heures et je pense que je peux rajouter encore 60 heures à mon avis dessus. Mais curieux de voir ce qu'ils feront par la suite. J'espère qu'ils amélioreront justement tout le côté un peu écriture, dialogue et tout, quoi. Ok, bon. Merci pour ce petit avis sur KC Kingdom D2, hein, pas évident à dire en raccourci. Et puis votre hôte, il va vous parler du seul jeu qui l'anime en ce moment. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le précédent d'ailleurs. C'est Gears, le reload, le remake, le reboot. On peut plus parler d'un remaster parce que, et encore, hein, j'ai l'impression que c'est les mêmes textures qu'il y a 20 ans. Ils se sont un peu foutus de la gueule du monde à ce niveau, mais quand bien même, donc je parle de Gears of War Reloaded que je m'évertue à saigner un peu chaque soir, après le taf, après manger. Parfois, je me couche tard et ça pique le lendemain quand il faut aller se lever. C'est tellement étrange ce sentiment chez moi, qui ne suis pas un joueur de multi, d'être assez plongé comme ça jusqu'à ne plus avoir ce sentiment du temps qui s'écoule dans un jeu que je m'en étonne moi-même. Je pense qu'il va falloir peut-être que je passe à autre chose parce que j'ai envie de jouer à d'autres choses et de moins passer mon temps à augmenter le niveau en multi. Là, j'ai atteint le palier 77. Que dire de plus, hein, moi je m'éclate, hein, voilà, pour ceux qui je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, dans ceux qui nous écoutent qui connaissent pas le jeu, mais c'est du 4 contre 4. Voilà, donc les locustes, hein, les méchants contre les humains, voilà, avec des armes diverses et variées. Il y a une vingtaine de maps au total, donc vraiment il y a aucune nouveauté au programme, tout est dans son jus, mais je retrouve petit à petit mes sensations et mon skill de quand j'étais jeune, et ça fait plaisir. Tu joues avec des inconnus du coup, ou je joue en mode inconnu. Alors ce qui est marrant, c'est que ça va l'expérience justement multi. Ouais, parce que déjà, je pense qu'en 20 ans, les serveurs, contrairement à la fameuse Xbox 360 où t'avais des mecs qui disparaissaient puis qui réapparaissaient derrière toi, t'en avais qui glissaient, etc. Tous ces trucs-là ont un petit peu disparu, hein, forcément, avec les serveurs qui sont devenus un peu plus quali, etc. Dans quelques parties, tu te demandes si leur fusil à pompe il n'a pas été cheaté, mais ça reste quand même relativement rare pour que pour que ça te fasse rager. Mais sinon, non, ce qui est amusant, c'est que tu as, au début de avant chaque battle, tu as la provenance en fait de la personne qui joue avec toi. Est-ce qu'il vient de Steam? Est-ce qu'il vient du PlayStation? Et ça, il y a 20 ans. C'est crossplay du coup. Ouais, c'est crossplay. Et à chaque fois, ça me fait. Alors, halluciner, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis. S'il y a 20 ans, on m'avait dit que tu jouerais avec des gens, tu jouerais avec Gears of War sur un mec qui est sur sa PlayStation, etc. Enfin, c'est voilà bon, c'est c'est une autre époque aujourd'hui. C'est une autre époque, c'est ça qui est rigolo. Et puis petit point, parce qu'il y a aussi des modes de jeu. Alors il y a le battle classique, mais il y a un mode de jeu que j'aime bien. C'est en fait, il faut capturer c'est capture de drapeau, hein, donc tu es dans une zone et il faut la défendre, hein, ce qui est relativement classique, mais ça permet d'apporter un peu plus de fun quand tu t'ennuies un peu et que tu peines. Alors, le gros point noir, je dirais, mais ça, moi je suis pas très techos, hein, donc je sais pas si ça pourrait être réalisable, mais ce qui est chiant parfois, c'est que tu mets pas mal de temps à trouver une partie avec des gens qui ont le même niveau que toi. Et ça, par contre, parfois, c'est un peu. Je sais pas si c'est possible, hein, d'essayer de faire à chaque fois en sorte que tu rejoignes une partie, on va dire, à 15 ou 20 niveaux près,
des joueurs voilà, qui Ça sont dépend du similaires au nombre de tien. joueurs aussi, en fait. C'est Ouais, ça il y a qui peut-être ça, mais quand par exemple, tu attends un joueur pour que la partie elle se lance et que tu vois le mec, il a le niveau 1, tu te dis, ah ouais, non, mais forcément que la partie elle va être déséquilibrée. Et parfois, moi, je quitte avant. Franchement, je le dis, hein, je rage quit, je rage quit jamais. C'est-à-dire, si je bravo. perds. Non, non, mais si je perds, je m'en fous. Mais franchement, quand t'as un battle qui est hyper déséquilibré, genre, je sais pas, que je fasse partie des perdants ou des gagnants, moi, je me dis, vas-y, c'est mort et je vais trouver une autre partie, quoi. Donc voilà pour notre petit tour de table en intro, hein, dont il faudra désormais vous habituer car il reviendra tous les mois. Et comme d'hab les gars, sans transition, on va commencer notre petite vie de mouche, hein, alors dans le salon d'une maison pour commencer. Cette vie, on nous indique qu'elle va durer, en tout cas en France, basée sur les chiffres de l'OMS. Attention, ça rigole pas. Donc 81 secondes et 9 centièmes. Il y a même un compte à rebours qui est visible en haut de l'écran. Et donc quand on s'envole avec notre petite mouche, on aperçoit rapidement une horloge. On sait donc plus ou moins ce qu'il nous reste à faire. Et quant à nous, on va commencer la critique juste après le jingle que voici. Donc, Time Flies, petite aventure sur la fugacité de la vie, comme elle est décrite sur sa page Steam. Le jeu est sorti le 31 juillet dernier. Lucho, je vais te redonner la main tout de suite parce que c'est toi, alors non pas qui l'a choisi, mais qui a fait partie, hein, qui l'a proposé dans le jeu du mois. Explique-nous-en un peu plus le concept et pourquoi du coup tu l'avais choisi dans tes propositions. Oui, alors du coup les développeurs c'est Playables, qui sont des Suisses, Zurich. C'est un petit studio, ils sont pas très nombreux. J'ai vu un trailer de ce jeu, je pense l'année dernière, dans des multiples conférences là qui existent. Et Ouais. dès le trailer, je me dis mais ce concept franchement me faisait marrer. Je me dis putain mais c'est cool, j'ai envie de jouer à ça quoi. Je trouvais ça vraiment rigolo, ce petit concept de t'es une mouche et tu dois essayer t'as des objectifs à faire dans le peu de secondes que t'as de temps. Donc je l'avais mis classique dans ma wishlist et puis quand il est sorti, il y avait plutôt des retours positifs, des critiques, et puis du coup je l'ai proposé dans ma liste. Je me suis rendu compte après coup qu'en fait je connaissais le studio. J'ai joué à un de leurs jeux d'avant qui s'appelait My Exercise. Alors c'était un jeu et qu'ils avaient fait un partenariat avec un réalisateur d'animation japonaise qui s'appelle Atsushi Wada, qui était du coup beaucoup plus joli que Time Flies et que pas mal d'autres leurs jeux, parce qu'on peut pas dire que ce soit les graphismes qui prévaut, c'est vraiment c'est l'expérience et le Time concept, Flies quoi. et certains de leurs jeux, voilà, c'est vraiment le concept qui est important et c'est ça pourrait être fait sous Paint, quoi. C'est vraiment du très très basique. Mais très même si sommaire, je vais pas faire la critique tout de suite, mais donc voilà, là leurs jeux sont pas toujours faits par les mêmes personnes dans leur collectif. Là j'ai vu que celui-là c'était Michael Frey et Raphaël Munoz qui ont fait Time Flies, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas toujours les mêmes équipes comme que ce tu vas sur leur site. Pixar, quoi, par rapport au film, c'est différents réalisateurs à chaque fois, quoi. Ouais, ils sont les créateurs du studio, c'est Mario Van Riebenbach et Michael Frey. Donc là, il y a Michael Frey qui est participé au développement de ce jeu-là, mais c'est pas toujours les mêmes personnes. Des fois, ils font des collabs, justement. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un collectif, tu vois, que vraiment un studio classique, quoi. Ok, bon. Comme d'hab, les gars, on va se situer très rapidement, faire un petit avis, voilà, comme ça, au débeauté, et puis après, on rentrera de toute façon. Vous vous doutez bien que l'épisode d'aujourd'hui, enfin, l'épisode du mois, hein, va pas durer, parce que c'est un jeu qui est relativement court, qui fait aller entre 1h30, 2,
peut-être 3 si on est très lent comme moi et qu'on veut compléter intégralement le jeu. Tiens, Lucho, vas-y, hein, je te repasse la main. Toi, très rapidement, là, un avis comme ça, avant de rentrer plus en profondeur dans le jeu, dans ses mécaniques. Comment t'as aimé, comment t'as pas aimé cette expérience? J'ai apprécié tout de suite parce que je trouvais ça très intuitif et très. Je trouve que l'ambiance marche très vite. J'ai beaucoup apprécié le travail de sound design parce que, comme on a dit juste avant, les graphismes sont très légers. Mais en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir cette mouche et t'as tout le son de café, tous les sons de l'environnement et tout ça. Je trouve que ça rend vraiment crédible alors qu'il n'y a pas grand chose à l'image. Et évidemment, un des premiers trucs que je fais, c'est essayer de trouver c'est quoi les morts possibles dans le jeu, parce qu'on a tous l'image de la mouche qui se crame sur une ampoule et tout. Et du coup, ça m'a fait marrer assez vite et je me suis rendu compte qu'après qu'il y avait une liste d'objectifs à faire par niveau. C'est ça. Et je trouvais ça assez rigolo, surtout que la liste au début est simple, et puis après, au fur et à mesure des niveaux, tu dis oula, c'est tiré par les cheveux, va falloir que je fasse quoi pour accomplir cet objectif. Donc j'ai bien aimé le côté un peu expérimental de toutes les petites expériences à trouver à droite à gauche dans les niveaux. Ok. Yann, de ton côté, si ma mémoire est bonne, t'es peut-être un peu moins euphorique sur l'expérience, je sais pas, non, peut-être que je me trompe, mais... Alors, ouais, j'ai pas détesté le jeu, hein, mais... Alors, je sais pas. Je m'attendais peut-être à être plus dedans encore. Le jeu m'a fait sourire, mais m'a pas fait franchement marrer. Il y a c'est peut-être, en fait, c'est comme on en discutait avec Lucho un peu plus tôt, hein, il y a peut-être une semaine ou deux. C'est peut-être en fait que j'adhère pas tout à fait à la proposition. En fait, je la trouve intéressante, mais peut-être que ça m'aurait donné envie plus de chiller, plus que de devoir battre la montre pour, tu vois, pour réaliser ses objectifs. Alors, j'ai pas détesté, j'ai pas passé des mauvais moments. Mais j'ai fait en fait liste par liste, et quand je finissais une liste, j'avais pas envie de rentamer l'autre directement après. Donc voilà, c'est donc, je dirais pas mitigé parce que voilà, je suis content de l'avoir fait quand même. Et il y a quand même mais sans plus, ouais, sans plus. Ok, j'entends. Dave, toi, de ton côté, si tu plutôt Lucho ou plutôt Yann? Moi, je suis plutôt Yann. En fait, c'était marrant au début. Moi, je m'amusais à savoir où je pouvais mourir. C'est me faire griller, me noyer. Donc ça, c'était marrant, mais très vite, en fait, c'est un peu ennuyant. Ah oui. Ouais. Okay. Je sais pas. L'idée de départ est bien. C'est rigolo, l'idée de départ. Mais en faire un jeu entièrement sur ça, il fallait oser. Mais ils l'ont fait après. Ils l'ont fait, effectivement. Bon. Et puis, moi, franchement, je trouve que c'est une expérience hyper rafraîchissante, mais vraiment. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le contexte personnel qui fait que je tronçonne des gens et je mets des coups de fusil à pompe à des locustes lorsque je ne joue pas à Time Flies, et qu'il y a eu une espèce comme ça de bulle de fraîcheur qui m'a envahi l'histoire de 2 heures. Mais je pense que c'est quand même un peu plus profond que ça. Je trouve que Time Flies, comme tu l'as dit, c'est un jeu à concept, enfin comme vous l'avez tous dit d'ailleurs, et je trouve que sa durée, son concept, l'articulation de son gameplay, tout ça est d'une cohérence et d'une fluidité à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il fallait pas plus, pas moins. Et je trouve que c'est un gros... excusez-moi de l'expression, hein, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un gros fuck au AAA et au quadruple A de l'industrie qui se casse la gueule et dont parfois on en a un peu marre. Et loin de moi l'idée comment dirais-je,
d'opposer bêtement et méchamment triple A, jeu indé, etc. C'est pas ça. C'est que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. J'ai envie de plus de time flies dans ma vie de gamer. Et contrairement à World of Horror, qui était un peu un jeu à concept aussi, un peu comme ça, dans un aspect un peu minimaliste, manga noir et blanc qu'on a fait il y a quelques mois, là, je trouve que c'est une exécution qui est rondement menée. Alors oui, partons. Allez, voilà. Moi, on a tous fait là notre petit avis, donc on va rentrer maintenant dans la critique. Est-ce que on parlait. Moi, c'est vrai que je trouve que tout de suite, ce qui m'a marqué, et Lucho, tu l'as dit, c'est l'aspect un peu humoristique. Et contrairement à toi, Yann, moi, il m'a fait plus que sourire. Et Dieu sait que je suis difficile en humour, mais je trouve que c'est pas un truc tu vas te poiler, mais tu te dis ah ouais, franchement, fallait y penser quoi. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. À un moment donné, on est dans parce que le jeu est découpé en 4 tableaux. Donc il y a une maison, il y a un musée, il y a une espèce d'égout, je sais pas, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Oui, je pense égout, ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Et puis la 4e, c'est une autre maison sur plusieurs étages. Et à un moment donné, on doit faire sourire. C'est-à-dire que notre tableau d'objectifs nous dit qu'on doit faire sourire une personne. Et en fait, on doit se poser sur le nez de la Joconde, du tableau de la Joconde, et donc du coup, ça va la faire loucher et ça va lui esquisser un sourire. Je trouve que c'est une idée géniale, vraiment. Dans le concept du jeu, c'est-à-dire de nous faire incarner une mouche, au-delà de l'expérimentation, comme vous l'avez dit, de nous faire cramer, de se noyer, c'est plein de petits trucs comme ça. Moi, il m'a mis la banane ce jeu. Lucho, je vais te dire, le moment où moi, vraiment le jeu m'a fait rire, je me dis putain, pourtant c'est con. C'est dans le même niveau. Colon. Ouais, le colon. Et quand tu traverses tout le colon que tu sortes, mais oui, le bon épée qui sort. Là, et mais c'est tout con. Mais moi aussi, franchement, je me suis dit, mais ah ouais, il a été jusque là. Et alors, je sais plus comment l'objectif est formulé. Je sais plus, mais il y a des jeux de mots sur les objectifs. Il y a des jeux de mots, ouais. Disent exactement. Mais... Et même ça, les potos Yann et Dave, même ça, non, ça vous a pas transcendé plus que ça, quoi. Alors, ouais, non, pas spécialement, non. Mais je pense que c'est une question. Enfin, après, c'est quand même curieux, hein, parce que c'est un jeu que je pourrais recommander. Hein. Mais je pense que ouais, c'est une question de l'adhésion à l'humour. Comme je dis, en fait, hein, ça m'a. J'ai eu l'impression, en fait, parfois, tu sais, que comme quand tu regardes une comédie, tu reconnais que c'est bien écrit, qu'il y a quelque chose, ça fait certainement marrer des gens, mais pas toi. Pas à ce point-là, tu vois. Ouais, je comprends. Ce jeu me donne un petit peu cet effet-là. Et je sais pas, je me disais même en fait, mais j'ai un problème. Pourquoi j'adhère pas plus que ça à cette proposition. Et puis en plus, je trouve qu'il y a eu, il y a quand même, je dois quand même avouer que quand même le deuxième niveau, enfin la deuxième liste, celle de l'exposition. Elle est pas évidente celle-ci, je trouve. Oui, mais c'est la plus intéressante. Mais ouais. C'est celle qui c'est quand même celle qui m'a le plus plu. Ouais. En plus, c'est un niveau qui du coup se moque de l'art moderne et tout, donc t'as un côté méta qui est très cool, quoi, je trouve. Ouais, le jeu en lui-même est conceptuel et il se fout de la gueule des expos d'art moderne un peu barrés et tout, donc je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Et puis j'aime bien aussi les petits gimmicks, les petites phrases qu'il y a à un moment donné. Donc on doit lire un livre. Alors on se dit encore une fois, ok, on est une mouche et on doit lire un livre. Et en fait, donc, on arrive près d'une bibliothèque avec un livre qui dépasse, on tape dedans pour qu'il tombe, et après, on doit marcher comme ça pour faire apparaître les caractères. Et à chaque fois, alors je crois que je l'ai fait 2 ou 3 fois, parce que forcément que, peut-être le côté un peu frustrant de la chose, c'est le fameux die and retry qui fait que on doit à chaque fois répéter la liste d'objectifs pour forcément finir le tableau, et que bon, parfois, je me souviens qu'à un moment donné, on doit allumer on doit s'enflammer et allumer un petit pétard pour partir voilà, sur une bonne note. Hein. Je ne sais plus comment l'objectif le dit. Mais moi, 2 ou 3 fois, j'ai dû le recommencer parce que j'arrivais pas à temps à la mèche. Et c'est vrai que, bon voilà, c'est un peu le côté frustrant. Mais sinon, je trouve qu'il distille comme ça. J'aime bien l'articulation qu'il fait entre
l'établissement de son objectif, c'est-à-dire comment il le formule, et ce qu'il faut vraiment effectuer. Alors, il y a des trucs qui sont assez clairs, hein, aider un ami dans le besoin, bon bah voilà, on voit une mouche sous un verre qui a du mal à sortir, on sait que c'est ça en fait l'objectif. Il y en a qui sont très anecdotiques, appeler un ami, tu fais une liste de numéros sur le combiné, bon, ça rajoute un petit peu de gameplay. Mais il y en a, voilà, aller voir les étoiles, cette fameuse histoire de paix, créer du lien, où en fait, bah justement, c'est toujours dans ce tableau, dans ce musée, où en fait, on a une tête comme ça posée sur un espèce de fauteuil roulant qu'on va activer, et il y en a un qui est à l'autre bout, et du coup, en l'actionnant, bah, on va faire un bisou aux têtes de statues. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une tendresse presque dans ce jeu. Et si on m'avait dit que que j'incarnerais une mouche et que j'aurais un peu d'empathie et de tendresse enfin vraiment, je trouve que c'est un jeu qui fait presque du bien en fait. C'est un jeu très léger et qui peut-être que dans le contexte global. Alors là où je te rejoins un peu Yann, c'est que typiquement ce jeu à concept, c'est dans quel état d'esprit. Alors vous allez me dire comme toute œuvre, hein, mais là peut-être encore plus, c'est dans quel état d'esprit tu es dans ta vie à ce moment-là quand tu l'abordes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, hein, forcément, les jeux à concept. Alors si, peut-être, hein, parce qu'il y a un truc auquel j'ai pensé, hein, parce que bah, mon boulot implique des to-do un peu méta, en fait, avec organisation, en fait, et c'est presque plus organiser les to-do des autres, en fait, pour prioriser des trucs. Et bon, j'avoue que bon, ça, j'étais un peu entre les deux. C'est parce qu'il y a des fois, ça me faisait sourire parce que je me disais en fait, c'est un peu con comme une to-do au boulot, quoi. En fait, il y a des trucs, c'est voilà. Mais il y a des fois en fait où je me dis, tiens, en fait, j'ai l'impression de refaire une to-do encore comme j'ai fait aujourd'hui. Ouais, je comprends. Bon, alors vaguement, hein, c'est peut-être un peu abusé parce que c'est pas un jeu qui te met une pression incroyable, hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que quelquefois je me suis posé la question. Tiens, je me suis demandé est-ce que ça m'aurait donné envie de jouer cette mouche de manière un petit peu plus libre, mais voilà. C'est-à-dire sans cette liste d'objectifs, tu veux dire? Ouais, je sais pas. Ah ouais, ok. Ouais. J'aurais bien vu plus d'exploration, en fait. Après, ça serait intéressant justement parce que d'expliquer la manière que tu as joué, Yann, parce qu'on a joué de manière très différente justement. Quand on discutait en off, c'est que toi, tu t'es mis dans l'esprit de faire tous les objectifs à chaque fois en fait, et quand t'en trouvais un, tu le refaisais, donc t'avais une côté répétitif. Alors que, si je me trompe, c'est comme ça que j'ai compris que tu jouais. Alors que moi, bah en fait, mon but était de trouver tous les objectifs, mais en plusieurs runs. C'est ça. Vu qu'une fois que j'en avais trouvé un, après d'en faire la parfaite, quoi. Voilà, j'avais pas besoin de le faire, je savais ce qu'il fallait faire. Tu savais ce qu'il fallait faire, ouais. J'allais explorer et j'avais largement le temps d'explorer pour trouver d'autres choses, quoi. Ah ouais, parce que ça doit être sacrément difficile à chaque fois de refaire tout. Et donc du coup, oui, là, je peux comprendre que la lassitude s'installe très rapidement. C'est pas spécialement difficile parce que j'ai pas eu un nombre de tentatives complètement dingue, hein. Okay. Après, du coup, j'en ai fait de l'exploration au début, hein. Mais justement, c'est pas une facette qui m'a vraiment fasciné dans le jeu et je crois que j'avais envie d'essayer de finir le plus vite possible, en fait, quelquefois. Ça c'est pas, bon signe. Non plus. Enfin, j'avais un peu ce sentiment, en fait, quand même, en jouant un petit peu, de vouloir passer à autre chose, hein, un petit peu. D'accord. Ok. Ouais, c'est doux. Mais oui, après, c'est parce que mais il y a des fois, ça a payé, hein, notamment sur la fin. Alors, le dernier, j'ai un peu plus exploré quand même. Parce que je sais plus, il y avait un ou deux trucs qui m'ont donné un peu plus de fil à retordre, je crois. En fait, où j'avais pas saisi la logique dès le départ. Mais par exemple, le troisième, j'ai voulu le passer le plus rapidement possible et j'ai pas mis trop de temps dessus, hein. Parce que le troisième, je trouve qu'il est intéressant en plus, le troisième. Ah, le troisième, moi je l'ai pas aimé. Ouais, il est dans une espèce d'ambiance un peu particulière. Il y a un crocodile. Tu dois à un moment donné passer du temps avec ta famille. Donc en fait, il y a une espèce de succession comme ça qui se passe en bas. Et avec le courant de l'eau justement qui file et très simple en fait. Je trouve que c'est peut-être des quatre, c'est peut-être le plus accessible, le moins difficile je trouve à rusher, enfin à terminer quoi, en termes d'objectifs. Mais je sais pas, je trouvais qu'il apportait une ambiance.
bon, on va pas, je pense, s'éterniser. Dave, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Parce qu'on comprend bien que toi, c'est pas forcément le type de jeu que tu apprécies particulièrement et on sent que tu t'es vite lassé. Mais est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que Alors, voilà, je sais pas, une dernière intervention peut-être? oui, bien sûr. Alors, moi, j'aime bien les jeux à concept, mais j'en avais parce que moi, ce jeu, avant que j'y joue, avant qu'on y joue, quand il était Ouais, proposé, il me faisait penser à Mister Moustico. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. ça me dit vaguement Et quelque chose, ouais. c'est un jeu qui est sorti au début des années 2000 sur PS2. C'est un jeu japonais. Et en Oui, fait, où tu tu devais pomper le diriges, sang des c'est ça, humains. et tu diriges un moustique Ouais. dans des aliments en 3D. Et le but du jeu, c'est d'esquiver les mouvements des humains pour pas te faire repérer. Ou alors, c'est pour pas te prendre des coups. Mm. Donc, alors, même si c'est différent, mais ça m'a fait penser à ça, en fait. Au final, il y a peu de jeux où tu diriges des insectes, hormis Hollow Knight, parce que tu es une sorte d'insecte, je crois, mais c'est pas le même délire. Ouais, c'est pas le même délire, ouais. Ouais, non. Mais c'était rigolo parce qu'il y avait un peu des similitudes. Vraiment, le vol et les tâches à accomplir. Bon, là, juste dans celui-ci, c'était juste sucer le sang des humains. Et là, dans Time Flies, là, c'est une liste à faire, à exécuter avant de mourir. En gros, c'est genre les 30 ou 20 trucs à faire avant de mourir que tu dois faire absolument dans ta vie de mouche à faire. C'est Bon, ça, ça. c'était plus. C'est vrai, ça, c'est plutôt rigolo, quoi. Après, moi, le concept, moi, ça m'a vite lassé, en fait. Mais je trouve que l'intitulé qu'il y a sur Steam de un petit jeu sur la fugacité de la vie, c'est exactement ça en fait. Moi, c'est drôle hein, comment en fait une expérience aussi ramassée, aussi simpliste dans son design, dans son visuel, dans ses mécaniques, peut te faire ressentir des choses s'ils sont bien exécutés, si bien évidemment que tu es dans une prédisposition d'esprit à le recevoir en tant que tel. Et peut-être que c'était mon cas, effectivement, et qu'il est arrivé à point nommé. Mais je trouve qu'encore une fois, vraiment, ça a été une grosse surprise parce que moi, j'avais pas entendu parler de ce jeu. Et je m'étais dit, bon, les jeux à concept, ça peut être très casse-gueule, quoi. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Et en fait, dès le premier envol, j'ai envie de dire, des premiers buzz, quoi, bah, moi, presque, une fois n'est pas coutume, je vais dire une chose que je dis rarement, c'est que j'aurais aimé plus de tableaux. Alors peut-être que sur le long terme, ça Moi, je suis m'aurait, d'accord. J'ai tu trouvé vois, un petit peu court, moi. un petit peu court, ouais, ouais. Peut-être que sur le long terme, je me serais dit, bah non, au final, je sais pas s'il avait fait, je sais pas, 15 tableaux, il aurait peut-être fallu en faire un peu Non, mais moins, il y quoi, aurait j'en pu sais en rien. avoir quelques autres plus Ouais, avec des concepts. avec des Enfin, univers un petit peu différents. Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais. Moi, Ouais. j'aimais bien le côté un peu. À quoi les développeurs ont pensé comme truc un peu débile. Oui, Et j'aurais pas dit non à un peu plus, à c'est encore vrai. de niveau avec des C'est trucs un ça. peu cons Ouais, aussi, un tu peu vois. barré, ouais, 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 je suis Ouais, ouais. d'accord. Je suis d'accord. Comme par exemple le musée, le niveau du musée, quoi, ce genre de choses. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Yann, du coup, est-ce que Yann ou Lucho, un dernier truc à rajouter sur ce Time Flies ou tout a été dit, les poteaux? Juste, finalement, je me dis, en fait, ouais, j'ai peut-être mis le doigt là en vous écoutant, en parlant. Effectivement, c'est un jeu sur la fugacité de la vie, mais peut-être que je trouve, en fait, justement, ces bucket lists, en fait, elles sont peut-être un peu trop humaines, finalement, parfois. En fait, Je comprends. du coup, on oublie qu'on joue une mouche, quoi, finalement, un petit peu, en fait. Ouais. Ouais. Finalement, c'est peut-être là la limite, et c'est peut-être un des facteurs qui fait que peut-être que Ah, ça a joué sur ma perception de l'humour aussi autour du truc, où je m'attendais plus à de l'humour de mouche, quoi. Voilà. mais après, très délicat L'humour de mouche. ouais, que ce soit dans une œuvre comme un film ou un jeu vidéo, c'est très délicat de pas avoir un côté anthropomorphique dans l'histoire, quoi. Que ce soit dans les objectifs pour un jeu, que ce soit Mmh. dans des animaux doués de parole, dans Bah, un film rien qu'une question d'animation. d'empathie, en fait. Et voilà. Mais ça serait intéressant de vraiment essayer de rentrer encore plus dans l'expérimentation et d'amoindrir ce côté anthropomorphisme. Mais là, vraiment, on rentre peut-être dans un truc
d'hyper niche. mais bon, à voir. Peut-être que ça. Oui, voilà. Encore une fois, je ne demanderai pas je ne dirais pas que les développeurs en vue FPS, auraient tu dû sais. changer leur proposition. Voilà. En vue FPS dans les yeux de mouche, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'y ai pensé. Et ça, l'idée me faisait marrer. Là, ça aurait été cocasse. Écoutez, je voulais juste souligner ce que tu disais sur le propos du jeu, parce que je suis bien d'accord avec toi. Il utilise peu de choses, mais il est vraiment cohérent, et le côté un peu justement, t'as pas beaucoup de temps et t'as besoin de multiples vies, on va dire, pour tout accomplir. T'as un côté philosophique de dire bon bah, de toute façon, on n'a qu'une vie et tu pourras pas tout faire. Donc t'as plein de petites choses comme ça, de petites idées que tu peux ressentir dans le jeu, qui sont distillées, quoi. Et c'est assez rare quand même sur un petit concept comme ça, de réussir à avoir plein de petits propos, en fait. Et de répéter le fameux cliché qui est de dire qu'on n'a pas besoin de polygones extrêmement fouillés pour faire ressentir des choses. Enfin, c'est très bête, mais c'est vrai que quand c'est bien exécuté, voilà, je persiste à dire que des jeux comme ça, perso en tout cas, j'en veux plus. Et il doit sûrement en exister. Merci les potos, en tout cas, pour votre critique sur Time Flies, qui est développé, donc je le rappelle, par Playables, édité par Panic, et qui est sorti le 31 juillet dernier. Et maintenant, on va passer à la chronique de l'ami Lucho, qui va partir des jeux concept, comme Time Flies, puisque c'est notre jeu du mois, et qui va un peu nous expliquer comment, pourquoi, l'utilisation de l'humour peut être un moteur de gameplay et peut aboutir à des expériences assez abouties, comme le jeu qu'on vient d'aborder. Et il va nous parler de tout ça après le jingle. Ouais, donc du coup, pour la chronique, j'ai assez vite pensé à l'idée, c'est évidemment du troll de dire ça, mais du LOL au génie, dans le sens où vraiment, pour moi, les jeux concept comme ça, qui sont typiquement des jeux de game jam, quoi. Tu peux te dire Timefly, bon, avec moins de niveaux, mais tu peux te dire que c'est un jeu que tu peux faire sur un week-end, tu vois. T'as une idée forte, on incarne une mouche, machin, le dessin est assez simple et tout. Et je trouve ça cool que dans le jeu vidéo, il y a justement une multitude de petites expériences qui sont faites comme ça par des développeurs à droite à gauche. Et souvent, au départ, ça partait de principes comiques, quoi. Pour moi, alors, il y en a d'autres, mais dans les jeux de concept connus, pour moi, je pensais à Coop. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était un jeu qui est sorti en 2008, où tu devais incarner un athlète de course, et tu devais gérer tous les membres du corps, les membres du corps avec les 4 touches, en fait. Et du coup, c'était ridicule parce que le personnage, il se cassait la gueule tout le temps et tout. Et c'était des barres de rire, mais c'était n'importe quoi. Vraiment, le concept, ce qu'on appelle l'hyper-réalisme. Et ce qui est assez drôle, c'est que Coop, ça avait été développé par Ben Foddy, qui est un des co-développeurs de Baby Step, justement. Ah oui. Et Baby Step, tu vois que les mecs, ils ont poussé le concept beaucoup plus loin. Pourtant, c'est un peu la même base, c'est-à-dire côté hyper réaliste, ridicule, où tu dois simuler des membres et essayer d'avancer, et c'est contre-intuitif, on va dire. Presque dans le burlesque, quoi. Voilà, côté burlesque. Et puis il y a, bon, j'ai pas fait Baby Step, mais j'y jouerai sûrement un de ces jours, mais j'ai vu des gens y jouer, j'ai lu les critiques et tout, et t'as vraiment un propos, t'as plein de choses dans ce jeu, quoi. Et en parallèle de Time Flies, où tu te dis des choses qui étaient juste des petits jeux, on va dire,
tu pars sur une petite idée et tu fais juste une petite expérience, tu testes des choses, peut faire un jeu complet en fait. Et ce que je trouve, tu vois, il y a je me suis mémorisé des jeux un peu un peu à la con, genre Mount Your Friends. On s'est beaucoup marre avec ça, tu vois. Ah, grave. C'est typiquement un peu le même délire, tu vois. Tu joues sur la physique, machin. C'est l'aspect comique un peu débile et tout. Mais en même temps, ce que je trouve bien aujourd'hui, ça sera peut-être pas toujours le cas, mais dans le jeu vidéo, il y a encore il y a de la place pour ces expériences courtes qui, pour moi, seraient des courts-métrages, si on voulait parler avec le cinéma, et qui sont dans le cinéma invisibilisés, c'est-à-dire que le public voit pas de court-métrage globalement, faut aller les chercher pour les voir, même si avec YouTube, maintenant il y a des nouvelles générations qui font des choses et qui trouvent leur public plus facilement, mais en jeu vidéo, bah voilà, t'as des jeux comme ça qui sortent sur Steam, sur des grandes plateformes où t'as tous les gros jeux qui sortent en même temps. Il est sur Switch, sur machin. Et je trouve ça cool que t'as un panel aussi large de possibilités pour le public, quoi. Et pourtant, c'est des formats qui, dans d'autres médiums, sont moins accessibles, quoi. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord, là, quand je t'entends parler, ça me fait penser aussi à des jeux comme Unpacking, qui était sorti il y a quelques temps, où tu incarnais, je sais plus, c'était une personne en tout cas, qui arrivait dans une nouvelle maison et qui du coup déménageait, emménageait, il fallait ordonner. Tu suivais la vie de la personne. Exactement. Via ce déménagement successif, en fait. Et ça racontait une histoire juste en déballant les objets. Exactement. En termes d'écriture, c'était fou. C'était pas mal. J'avais joué quelques heures et vraiment c'était cool. Et je repense aussi à un autre jeu qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, où en fait tu incarnes un maître qui est tout le temps fatigué et en fait qui se déplace mais que en glissant sur lui-même, quoi. Et c'est comme un espèce de oui, c'est pas un peu un poulpe là, genre d'octopus, non? Non, je vois de quoi tu parles. Ah, attends, mais il y avait un jeu où il y en a un qui est comme ça, mais je crois que c'est pas le même. C'est pas sûr. Non, et qui est tout le temps celui-là. maladroit, en fait. Il arrive à rien gérer, à tenir dans ses mains et tout. Mais je crois que c'en est un autre, si je dis pas de bêtises, ouais. Mais toujours est-il que oui, c'est ces jeux à concept. Alors après, encore une fois, comme on l'a dit, comme pour Time Flies. Time Flies, regarde, un des jeux de concept les plus connus, Katamari, hein. Oui, Katamari Damacy, mais clairement. Alors là, le concept, il est basique de ouf, mais ça a été une explosion commerciale et l'idée est géniale, quoi. Mais... Ouais, ça c'est clair. Et puis en plus, il y a un côté what the fuck, rigolo, comme des jeux comme Mount Your Friends, etc., dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que oui, je te rejoins dans le fait que cette industrie a une espèce... Il y a un vivier comment dirais-je, d'expérimentation qui est exactement ce que tu décrivais, comme dans le court-métrage, qui est un peu... Alors, la différence, c'est que dans le cinéma, le court-métrage, c'est généralement aussi fait pour savoir si, entre guillemets, là, je schématise un peu le trait, hein, c'est pour savoir si tu as les capacités à faire après à un long. C'est vraiment C'est malheureusement pas une fin en soi, et c'est pas une fin en soi. Tu peux pas en vivre, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que pas d'argent, rares sont les personnes qui se disent je vais développer une carrière dans le court-métrage. Ça existe, hein, notamment dans les trucs très conceptuels, dans les courts-métrages abstraits, etc., qui deviennent presque des expériences visuelles, quoi. Mais généralement, c'est plutôt un passage obligé pour aboutir ensuite à te faire les armes et après passer au long métrage. Mais il y en a, je pense, dans le jeu vidéo, contrairement à ce qu'on vient de décrire pour le cinéma, c'est qu'ils ils ont décidé que leur ligne édito et que leur volonté artistique et créative sera de rester dans cette niche-là, quoi, des jeux, on peut dire, à concept, à expérimentation. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je ne jouerai pas tout le temps personnellement à ce genre de titre, parce que j'aime bien un peu varier les plaisirs et
Et étant aussi un amoureux des jeux narratifs, des jeux solo, voilà, des aventures au long cours et tout, bon, c'est vrai que si je faisais que ça, je m'ennuierais peut-être, hein, tout comme si je faisais que du walking sim, je m'ennuierais peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, ça fait partie de ces expériences chill que personnellement, plus les années passent, plus je suis en demande et j'en ai presque besoin, quoi, pour garder un peu cette flamme de gamer. Alors pour le coup, c'est pas des jeux de chill, mais vraiment dans l'éditeur qui est à la mode et dans les jeux vraiment concept et tout, c'est Critical Reflex. Ah ok, je connais pas. Ah bah, t'en as forcément entendu parler de leur jeu. T'as Moth Washing, Moth Washing, Buckshot Roulette, Arctic Eggs, Threshold. Ah oui, c'est pas que du des chill, jeux là. avec des. Ah non, c'est pas chill du tout, non. Mais effectivement, oui, je vois. Et ils ont une ligne d'édito de fou, et c'est vraiment dans ce qu'on explique, quoi, dans ce qu'on est en train de dire, quoi. Ouais. Là, le dernier, c'est No, I'm Not a Human, qui a l'air incroyable aussi dans déjà le horreur titre. et tout. Rien que le titre. Ah oui, il me fait envie ce jeu, hein. Franchement. C'est incroyable. T'as des invasions a priori de plus ou moins d'aliens qui prennent la peau d'humains, et en fait tu dois héberger des gens chez toi, mais tu sais pas si c'est des humains ou pas, et t'as tout le côté psycho et tout, et les infos passent par la télé qui t'explique comment les détecter et tout. Enfin, ça joue sur la peur justement de l'étranger et tout. Enfin, c'est que franchement, j'en ai joué à plusieurs de leurs jeux. C'est toujours des bangers dans leur style. Des trucs marquants, quoi. Ouais, vraiment bien. Ok. Est-ce que Dave, qu'on n'a pas beaucoup entendu, est-ce qu'il a un truc, est-ce qu'il veut réagir sur quelque chose par rapport à la chronique ou pas, le poteau? Non, pas plus que ça. Non, il est en train de manger sa tropézienne, tranquille, on vient de le réveiller, pépère. Ma deuxième tropézienne. En fait, j'en avais 2. Ok. Merci Lucho en tout cas pour ta chronique. Et puis comme d'hab, hein, comme chaque mois, on va terminer par le petit sachet de pop. À tour de rôle, quelqu'un va nous sortir quelque chose de sa besace. C'est la surprise et on en parle après le jingle. Allez les gars, la dernière partie de l'épisode de ce mois d'octobre, alors que je me remets difficilement de ce putain de rhume. Je vais passer... on va rester dans la continuité, on va faire honneur à celui qui a choisi le jeu, donc Lucho. Dans ton petit sachet, qu'est-ce que tu as ramené ce mois-ci? On t'écoute, poteau. Donc du coup, moi, de mon côté, je vais vous parler de la deuxième saison d'une série que j'aime bien. C'est ma petite Madeleine de Proust. C'est Wednesday ou mercredi comme en français. Ok. Et moi, enfant, j'étais fan des de la famille Adams. Exactement. Et enfant, j'adorais ces films quand ils sont sortis. Et je trouve que l'ambiance est très cool. Donc du coup là, c'est la saison 2 qui est sortie récemment. Et c'est dans la suite, dans la lignée. C'est un mix entre une série un peu d'ado en même temps qui est des fois un peu plus profonde que ce que ça en a l'air, même si c'est quand même léger sur pas mal de choses. Mais t'as tout l'aspect freaks et tout qui marche plutôt bien. Il y a pas mal d'épisodes qui sont réalisés par Tim Burton, mais il n'est pas créateur de la série, mais il est quand même assez impliqué. Et du coup, forcément, évidemment, tu vois un peu l'affiliation avec sa filmographie et tout. Et je trouve que je me suis bien laissé prendre dans l'histoire. J'ai eu quelques petits trucs, je me dis, ah ouais, sur certains épisodes, je me dis, ouais, là, c'était peut-être un peu facile, entre guillemets, ce qu'ils ont fait et tout, mais ça me fait bien marrer. Moi, de toute façon, j'adore l'humour noir et tout, et je trouve que je trouve ça assez frais quand même dans le style, quoi. Ok, c'est ta petite douceur du moment. On va dire ça comme ça. Ok. Enfin, douceur un peu morbide, mais c'est une douceur. Oui, un peu morbide, bien évidemment. C'est du Burton dans le texte, donc forcément. Mais ça reste gentil, j'ai l'impression. Oui, c'est plutôt ambiance teen, quoi, teenagers, quoi, on va dire. Oui. Ok. Mais je me souviens que fut un temps d'ailleurs, il y avait aussi le reboot de tu sais, la sorcière là. Je sais plus, Sabrina, non? Il n'y avait pas un truc comme ça, une série qui s'appelait comme ça?
et que tu avais Oui, regardé, non? Ouais, il y a pas un délire comme ça? Non, si, j'ai pas parlé de avec, ça. je me rappelle plus comment s'appelle Ouais. l'actrice, mais celle qui jouait la fille de Don Draper dans Mad Men, de Chilling Adventures of Sabrina, en fait, un truc. Oui. Et il y a eu un reboot il y a quelques années. Oui. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est j'en ça. ai pas parlé en tout cas, moi. Mais Ah non, t'en avais pas parlé, mais en tout cas, à l'époque, Ah je me oui, ok, souviens ok. quand tu m'hébergeais, là, je sais plus, c'était 2017-2018, tu t'avais regardé ça et tu me disais, ouais, c'est léger, mais ça me fait délirer, quoi. C'est Tu vois, possible, tu vois, je m'en souviens même Ouais. pas. Mais Mais Ok. le début était pas mal, hein, mais c'est une série qui s'est un petit peu perdue. C'est dommage, il y avait quelque chose. Hein. Ouais. C'est une série vraiment, franchement, cousine de Wednesday. Hein. Franchement. Ouais, voilà, c'est pour ça Mais que. alors, peut-être que Wednesday est mieux écrite. Enfin, Ouais. surtout sur. franchement, ça sent. Je trouve que t'as regardé ou pas, Yann Wednesday? Oui, j'ai Je regardé. trouve Ouais. qu'ils s'en sortent bien, moi, franchement, dans le style. Je trouve aussi. Il y a des choses plutôt assez drôles. Alors moi j'ai toujours un regret, hein, mais moi on sent qu'en fait il y a une filiation ce que j'appelle la nouvelle vie de Tim Burton, hein, qui quand même a changé artistiquement. Apparemment, il expliquait que c'est la mort de son père qui lui avait fait voir les choses différemment. Mais moi je préférais sa patte d'avant en fait. Je préférais en fait Un peu plus dark, du coup, un peu plus acide, quoi. un petit peu plus dark, un humour qui est quand Ouais. même qui est quand même nettement plus gothique, peut-être quelque part, en fait, si on peut le dire comme ça, quoi. Je suis Hein. d'accord avec sa filmo, que je préfère ces vieux films, mais pour la série, je trouve que en tout cas c'est cohérent, ça fonctionne. Après, on aurait pu imaginer en effet cette série en version beaucoup plus En sombre, version plus plus. dark, ouais. Alors, Ouais. beaucoup plus sombre, j'irai pas jusque-là, mais peut-être un petit peu plus inquiétante, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est, bon, après, encore une fois, hein, c'est une question de ton, et pour moi, ça marche très bien, j'ai pris du plaisir à la regarder, hein, En fait, mais, là où je trouve Et- que ouais. Wednesday est efficace, c'est dans le contraste des personnages, parce que elle est un peu, en fait, Wednesday, c'est le seul personnage, à part avec sa famille, qui sont mais genre gothiques fois 1000, tu vois, et qui sont en décalage avec des personnages qui n'ont rien à voir. Et donc du coup, je pense que l'humour fonctionne beaucoup là-dessus aussi. Voilà. C'est assez cool. Oui, et j'aime beaucoup, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le ton et c'est comment les autres le perçoivent, parce que réalise que c'est quand même absurde, en fait, hein, leur goût pour, leur fascination pour la mort, enfin, pour tout ça, pour toutes ces Ouais, et questions-là. puis Et les réactions dans des personnages sont bonnes. Et il y a un très bon Steve Buscemi dans la saison 2. ouais, carrément. Et en plus, t'as des trucs débiles que je trouve drôles, genre, en fait, elle est allergique à la couleur, mais réellement, c'est-à-dire qu'elle a des boutons si elle porte des vêtements de couleur. C'est débile, mais ça marche bien, quoi, c'est drôle. Je suis d'accord. Et pour en revenir à Tim Burton, quelqu'un l'a vu la suite de Beetlejuice, là, du coup? Je crois que c'est son Non. dernier, d'ailleurs. Peut-être Non. Dave, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu au Et cinéma. alors, du coup, il est. Enfin, je veux dire, Alors, il est dans. C'est du Tim il Burton est- pur jus ou pas? C'est du Tim Burton d'aujourd'hui. Ça reprend. Il va se servir des effets spéciaux un peu old school, un peu carton-pâte. Donc ça, c'est sympa, le côté un peu nostalgique. Après, le film, il a trop d'histoires en même temps. Ouais. Donc il y a trop d'histoires en même temps. Après, franchement, j'ai passé un bon moment. Moi, ça fait plaisir de revoir Michael Keaton en Beetlejuice, c'est plaisant. C'est pas désagréable. C'est vraiment pas désagréable. Il y a juste le fait qu'il y a trop d'histoires en même temps. Bon, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là, pourquoi il a fait ça. Mais après, c'est à voir hein, quand même. Hein. C'est à voir. Ouais, Il faut... je sais pas. J'ai pas trouvé ça transcendant, moi. Tu l'as vu, toi, Yann? Oui. Je l'ai vu en streaming et pour être Ouais. honnête, j'ai à peu près. En Ouais. fait, c'est un peu comme tous les Burton modernes. Hein. Je trouve que c'est des films ils sont très oubliables. Hein. C'est Ouais, pas, c'est très très oubliable. ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça ça a pas du tout opéré la magie en fait du premier Beetlejuice Ça que vaut pas j'avais le mis un premier. point d'honneur à avoir en DVD. Enfin, parce que comme ça, Que j'ai aussi en DVD. Ouais, ça vaut pas Ouais, le premier. non. Alors, c'est sans doute pas mauvais, hein, mais je me Non, suis c'est dit pas mauvais. pourquoi, en fait, tout simplement. Voilà. Ok. Bah tiens, Yann, tant que tu y es, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau, toi, Et de ton ça tombe côté? bien puisqu'on est sur la déception. Je vais pas parler d'une série, moi, que j'ai adorée. Mais bon, c'était peut-être une déception un petit peu attendue. Hein. On en a déjà discuté, notamment avec toi, Nilam. Hein. C'est Alien Earth. Alors, je sais pas si ouais.
Pour le coup, pour l'instant, j'ai vu que les 3 premiers. Je t'avouerai que j'ai zappé de continuer, mais ouais, je pense que je vais me les finir. Mais alors, c'est très frustrant quelque part parce que bon, bah, on se dit pourquoi pas. Enfin, on sent le piège venir, hein, parce que la franchise Alien a quand même eu quelques dérapages, voire des très gros accidents. Ah oui, Hein, oui. Surtout les voilà. derniers. Hein, n'est-ce pas? Et donc ici, surtout que dans les trucs qui vont un peu en dehors, en plus, on se dit ça peut être un petit peu dangereux. Mais effectivement, comme Dave le disait une autre fois, en fait, hein, vu que c'est Noah Hawley qui a donc notamment créé Légion et qui a un style quand même à part, quoi, qui a vraiment en fait, qui a vraiment quelque chose d'intéressant à proposer, je trouve artistiquement. Bah, je me suis dit que j'allais l'essayer et j'ai regardé la saison entière. Et bah, je me dis qu'en fait, il serait peut-être temps d'arrêter de faire des séries et des films sur Alien, hein, parce que malgré quelques fulgurances, il y a un épisode que j'avais bien aimé, je me rappelle plus lequel exactement, mais c'est à peu près, 2/3 de la série, c'est peut-être le 6e. Ouais. Il y a des moments que j'ai vraiment aimés, mais alors, ça part un petit peu dans tous les sens, hein, et on s'est dit en fait, je me suis dit, je me suis fait la réflexion à la fin, peut-être que ça aurait pu être une très bonne série si ça avait pas été une série Alien. Peut-être que je ne sais pas, j'adhère pas tellement à cette tendance de vouloir en faire une grande franchise et de parler de tous les thèmes en fait autour, quoi. C'est parler de l'immortalité parler des cyborgs, faire un Ouais. espèce de grand univers qui recoupe avec Blade Runner éventuellement si on le prend sous certains angles, parce qu'il y a des corpos qui portent plus ou moins les mêmes noms. Enfin, je trouve que ça dilue tout, en fait, C'est parce le que MCU, quoi. mais ouais, il y a un peu de ça, hein. Moi, je pense que C'est un peu le truc à la mode, là, de vouloir tout Non, mélanger, je mais pense. Hein. ouais, je, de faire de ouais, faire des méga c'est franchises, ouais, comme ça. ça, hein. Ouais, moi, enfin bon, moi, j'ai pas été aussi loin que toi. Et puis le fait que c'est rare hein, chez moi quand je commence une série et que je la continue pas comme ça, là, ça doit faire, je sais pas, 3 semaines que j'ai pas regardé un épisode. Ça vous montre déjà mon envie à ce niveau. Et puis bon, moi, le premier, au niveau de la mise en scène, parce que excusez-moi, mais moi, la mise en scène, que ce soit dans les séries ou dans les films, c'est quelque chose qui est fondamental. Je veux dire, on a tous notre sensibilité à la mise en scène, mais là, il y avait des trucs, c'était juste pas possible. C'est-à-dire un méchant qui rigole quand il dit après avoir dit une phrase. Je veux dire, on fait encore des trucs comme ça. Genre, il dit une phrase, puis avec un espèce de petit rictus, comme quoi je suis bien Mmh. perfide, je suis. Enfin, non, quoi. Une fille qui prend les armes et dont on met la musique au moment même où elle sort son épée, où elle est en train de charger son gun, etc., pour bien montrer qu'elle est vénère et qu'elle va à l'action. On fait encore ça aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire que vraiment le showrunner, il a dit ouais, vas-y, on valide ça. Donc soit il y a cette volonté mercantile de faire d'Alien une super méga franchise accessible à tout le monde, etc. Et donc, bah, au secours, hein, on en revient à ce que tu disais, Yann, c'est que est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'arrêter les frais? Ou alors, bah, je sais pas, Noah Hawley, là, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, bah, il s'est fourvoyé, quoi. Mais alors, j'entends que pour l'instant, j'ai regardé que 3 épisodes. Mais franchement, le résultat, il est pas folichon, quoi. Et d'après ce que tu es en train de me dire, moi, je vais quand même aller au bout parce que c'est une de mes franchises de cœur et que j'ai envie d'avoir un avis définitivement tranché. Mais franchement, oh là là, c'est. Bah, tu vas voir, c'est les montagnes russes, hein, parce Ouais, déjà que le qu'effectivement, Romulus, il y a des ouais. choix, il y a des choix qui sont quand même, vraiment, franchement, vraiment étranges, hein, et sur tous les plans, hein, et comme tu le disais, y compris artistiquement, hein, Bon, donc voilà. c'est. Bon, Donc voilà, c'est triste, ouais, arrêtez de voilà. nous casser les couilles C'est avec voilà quoi. Alien, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Laissez. Bon, Oui, je vais Dave. juste. Moi, j'ai pas vu la série, c'est ça que je vais regarder. Et moi, je voudrais comprendre, comme pour moi, qui est quand même un des plus. Un des, enfin, c'est quand même un des actuels, un des plus grands showrunners. Parce que le mec, c'est Fargo, c'est Légion, que je considère qui est un chef-d'œuvre. Comment le gars, comme vous. Parce que je sais que c'est pas. Enfin, j'ai vu un petit peu les avis un peu partout sur Alien Earth. Et clairement, hein, c'est tout sauf dithyrambique. Comment le mec, il peut autant se casser la figure? Parce qu'en termes Ah, de mise en scène, tu regardes Fargo,
Enfin, Fargo, la première saison, quand même, t'as la mise en scène, il est derrière. Donc, en fait, je comprends pas, en fait. Soit, en fait, c'est Disney qui lui a attaché les mains en disant tu fais pas ce que tu veux. Parce que j'ai du mal à comprendre, en fait, comment il peut sortir une. Alors, j'ai pas vu la série, d'accord, mais ça fait un peu peur, qu'en fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut chuter autant en termes de qualité. Ouais, ouais, ça, après, est-ce que les explications d'un grand réal ou d'un grand showrunner qui peut avoir une épine dans le pied parce qu'il y a tellement d'enjeux ou parce que bah, là, il n'a pas eu la fulgurance artistique. Enfin, là, vraiment, c'est une question auquel personne n'a la réponse. Donc, Oui, non. je sais pas. Après, bon, pour en revenir à Fargo, je sais pas s'il est derrière toutes les saisons, mais des saisons de Fargo, moi, il y a les 2 premières qui sont excellentes, hein. Après, Voilà, je la trouve dernière est top, hein. que... La 5e, elle est top. Ah, Avec. ok. Moi, j'avais pas vu Légion. Donc C'est j'ai pas d'avis sur la question, mais... grosse claque, Légion. Je crois que Luc, tu l'as vu, Légion. Oui, non, mais c'est un Fargo et Légion, c'est des très bonnes séries. Même si Fargo, j'avais arrêté à la saison 3 et en fait, justement, quand on discutait, j'étais en train de le garder. Et la 4 et 5 ont des bons retours, donc je pense que va falloir que je me les fasse. Ouais, j'ai Mais pas vu 4 et 5, mais la 3 a oui. été déceptive, hein, je trouve. bah, c'est ça, en La fait, je m'étais 3, arrêté à la 3 ouais, et ouais. apparemment, la 4 est bien et la 5 est Mm. très très bien, donc à voir. D'accord, bon. Et Légion, ouais, c'était fou parce que moi, j'aime pas les trucs de super-héros, enfin, je m'en fous en fait. Et il avait pris un contre-pied incroyable en termes d'histoire, de mise en scène et tout. Je t'avais montré un épisode où ils Ah sont en ouais? train de danser dans un hôpital psychiatrique, c'est le premier épisode. Ça se Ok. transforme en comédie musicale chelou et tout. Et Ouais, peut-être ça me dit totalement rien. barré en fait. Et Ok. ça joue sur la folie, sur la psychiatrie et tout. Et la mise en scène est à part dans plein de directions. Après, peut-être que on peut dire que pour Alien Earth, la licence est trop importante et que Ouais, peut-être qu'il a pas pu faire c'est ce qu'il possible. voulait, ou peut-être qu'il a pas eu les bonnes idées non plus, on sait pas. Moi, je Mais pense bon, qu'une voilà. des explications possibles, c'est ça. C'est même si on ne saura jamais de toute façon vraiment, sauf si un jour il y a des langues qui se délient, mais je pense qu'effectivement, c'est un matériau qui est tellement puissant, qui est tellement culte, que Bah, c'est est-ce dans le que cinéma, on en connaît plein des réalisateurs qui sont très ouais, connus. est-ce qu'il a eu toute On l'attitude les fait pour cachetonner pour un gros truc et ouais, puis c'est finalement ça, tu vois. ils peuvent pas faire grand chose. Bon, on n'aura peut-être jamais les tenants et les aboutissants de cette histoire, et on va passer bah, du coup à Dave avant de terminer par votre autre. Dave, qu'est-ce qu'il a ramené de son côté? Et bah moi, j'ai ramené, c'est un artiste. En fait, hier, on a été voir une exposition au musée en herbe. C'est un artiste qui s'appelle Miguel Chevalier. Ça vous parle ou pas? Eh, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est un Mexicain. Il est né au Mexique et enfin, maintenant, il vit en France. Ouais. Il est très connu en fait pour tout ce qui est art numérique. Et donc hier, l'expo qu'on a vu, c'était surtout un peu pour les enfants. Il y avait les lumières, il y avait des trucs un peu fluorescents, parce que là, il avait représenté des choses de la mer, plutôt sur des créatures un peu imaginaires ou sorte de petites méduses. Donc c'est très intéressant parce que en fait, il travaille. Au début, il est beaucoup aussi connu pour ses tableaux numériques qui sont projetés via un projecteur. Et sur la description de ces tableaux numériques, qui sont projetés sur des murs blancs, je voyais la descriptrice, je voyais œuvres créées à partir d'œuvres génératives. Et donc, je me suis dit, c'est de l'IA. Et du coup, j'ai demandé à ceux qui étaient dans l'exposition, qui présentaient l'exposition, c'était quoi? Est-ce qu'ils travaillaient avec l'IA? Est-ce qu'ils travaillaient ou pas avec l'IA? Alors, dans cette exposition que j'ai vue, il n'y avait qu'une œuvre au tout début. C'était deux méduses sur un écran et c'était fait avec une IA. Il y avait marqué en dessous avec IA. Et les autres, en fait, c'est des logiciels que lui et d'autres personnes ont créés bien avant l'existence du l'IA, parce que lui, en fait, il expose, en fait, il crée depuis les années 70, en fait. Donc c'est un pionnier. Moi, j'ai regardé un peu sa biographie. Il a fait beaucoup d'œuvres. Et en fait, ces logiciels, en fait, ça va générer
un peu comme Enya, mais ses œuvres à lui, qui vont être projetées après sur un écran. Donc en fait, ces trucs-là, il les a bien créés avant l'explosion de l'IA qu'on connaît maintenant. Donc c'était assez intéressant de voir un artiste qui, au final, c'est pas déconnant de le voir aujourd'hui travailler avec Enya, parce que toute son œuvre, elle est basée sur le numérique. Je crois qu'il a... regardez sur Google un peu ses œuvres. Alors, il a quelques tableaux, on peut dire quelques sculptures. Il a fait aussi des vitraux numériques. Il s'est beaucoup inspiré, je crois, d'art du Maghreb, sur ce qu'on voit dans les mosquées. Donc, en fait, c'est une belle curiosité. Et quand moi, on m'a dit que cet artiste-là, parce que moi, je connaissais pas du tout l'artiste, et quand j'ai demandé, quand on m'a dit que l'auteur, il avait plus de 60 ans, que ça fait depuis les années 70 qu'il est là, qu'il fait des... je m'attendais pas à ça, j'étais assez impressionné, et c'est plutôt pas mal ce qu'il fait en termes de créativité. Donc, et c'est au Musée en Herbe. Alors pour ceux qui habitent Paris, dans le premier arrondissement. Oui, c'est ça. Bon, là, le Musée en Herbe, c'est vraiment plus pour les enfants. Il y a pas beaucoup, il y a quelques œuvres de lui. Donc, en fait, tous les parents ont mis leurs enfants là. C'est intriguant. En fait, il fait des belles choses. Moi, je regarde, tu vas sur Google, tu regardes ces tableaux. J'appelle ça des tableaux numériques. Je sais plus, c'est un autre nom, mais c'est plutôt joli. Donc, c'est un. Voilà, c'est particulier, mais ok, je connaissais pas. Donc effectivement, Miguel Chevalier. Miguel Chevalier et je connaissais pas non plus. l'expo en question, c'est Digital Abyss au cœur de l'océan, au musée en Herbe, jusqu'au 4 janvier 2026 pour les Parisiens qui nous écouteraient. Oui. Merci Dave pour rien. sachet de pop. Et puis, quant à moi, je vais vous parler parce que, très honnêtement, entre le taf et Gears of War et la préparation de mon futur séjour au Japon, franchement, j'ai le temps de rien. Enfin, c'est mes trois occupations, on va dire, actuelles. Donc, du coup, j'ai réfléchi un peu et dans la continuité de ce séjour, je vais juste vous parler de ce que j'écoute actuellement parce que je tourne... Enfin, mes oreilles écoutent quasiment que de ça en ce moment. C'est le rap japonais. Alors, il y a quelques autres genres parfois qui viennent se glisser. Merci aux algorithmes de Spotify et de YouTube. Mais globalement, je suis en train de me constituer là je suis en train de me découvrir, moi qui ne suis plus trop rap aujourd'hui, très honnêtement, que ce soit français ou américain. Non pas que j'en écoute plus, mais ce que je veux dire, c'est que le rap actuel, moi, me passionne pas des masses. À la fois dans ce qu'il raconte, je parle du rap français là en l'occurrence, mais aussi dans ses prods. Peut-être qu'il faudrait que je m'y remette, mais en tout cas, voilà, le fait est là. Le rap japonais, franchement, son côté un peu chill... sont ces instrus qui, franchement, pour la plupart, en tout cas, j'en ai même fait écouter quelques-uns à ma copine qui n'est pas du tout rap et qui est encore moins rap japonais. Il y a des trucs qui rentrent dans la tête assez rapidement. Et alors, bien évidemment, qu'il y a ce fameux Evis Beats que tu m'avais fait découvrir, Lucho, et classique, qui est un prod DJ qui, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'il fait parce que c'est assez chouette. Mais à côté de ça, j'ai découvert d'autres noms comme Bassi, qui est vraiment un artiste que j'écoute énormément. Il y a aussi Punpy, il y a Stutz. Bon, de toute façon, je vais sortir des noms, mais qui vont peut-être pas vous parler. Il y a aussi un peu de rap des années 90, Soul Scream notamment. J'essaierai de vous en mettre un sur le groupe Signal, les poteaux, de ce que j'écoute actuellement, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc très belle découverte parce que je pensais vraiment... être devenu trop vieux pour ces merdes. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de côté chill, encore une fois, qui est peut-être propre à leur culture, mais c'est vrai que quand vous regardez leurs clips, leurs instrus,
Le fameux je bois du thé, je fais du vélo, je fume des clopes, rappe. quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, regardez un peu des clips de rap japonais. Alors, bien évidemment que vous pouvez tomber sur un truc. Merci la mondialisation. Mais il y a des trucs aussi, il y en a. Non, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y en a vraiment, c'est du rap comme on l'a dans nos têtes. C'est-à-dire le truc un peu cliché de voilà, ça s'ambiance, c'est au bas des bâtiments, etc. Ou alors, enfin, de la meuf, quoique de la meuf dans les clips de rap jap, j'en ai pas vu, hein, très honnêtement. Mais il y a une rappeuse jap, mais j'ai pas le nom en tête, là, qui a fait une collab et qui est. Non, mais ce que je veux dire, c'est la femme objet, tu sais. Là, dans les clips ricains, il y a beaucoup la femme objet, tu vois. Là, dans les clips rap, j'ai pas vu, mais encore une fois, j'ai pas tout défriché. Mais vraiment, il y a ce que je ressors, c'est ça, c'est le côté vraiment, ouais, les clips ambiance. Voilà, ils sont là, ils boivent des verres, ils fument des clopes, ils sont au resto. Il y a des images de fleurs, il y a des... c'est à la Jap, quoi. Donc voilà, je me bute à ça en ce moment et franchement, ça nourrit mon imaginaire en attendant le séjour et puis ça me fait du bien, parce que c'est du bon son aussi. Voilà les potos pour mon sachet de pop. Et puis, quant à nous, chers auditeurs et auditrices, il est temps de se dire au revoir, hein, et de clôturer cet épisode du mois d'octobre, qui entame la saison d'automne, hein, autour de Time Flies, hein, comme vous l'avez vu. Et puis si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, ou simplement de revenir nous écouter la prochaine fois. On sera là, on sera encore tous les quatre, beaux, frais et clinquants et barbus. Et c'est déjà beaucoup, hein, si vous venez, ça nous donne de la force et ça fait plaisir. Donc nous, on va se retrouver donc tranquillement le mois prochain pour un nouveau numéro. Et ce sera un jeu, je sais même pas comment qualifier ce jeu, avec des personnages qui se ressemblent, voilà, qui est sorti il y a pas longtemps, qui a fait un petit peu de bruit aussi. Et c'est l'ami Yann qui nous introduira tout ça. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre. En attendant, jouez bien, portez-vous bien. Les potos, merci à vous. Ciao à tout le monde. Salut. Ciao. Et Lucho, vas-y. Ouais, désolé. Ciao. J'étais sur Internet, moi. Bah oui, mais je sais bien, quand je fais l'outro, personne m'écoute. Mais je veux juste le ciao. Professionnalisme. Tu le mettras au montage.